NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, le monde de demain a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutinspark, artiste et consultant NFT. Et aujourd'hui, nous recevons Clément Berger-Lefranc, qui est cofondateur de Ownest. Alors ça s'écrit O-W-N-E-S-T. En fait, c'est une contraction de to own, en anglais posséder, et honest, l'honnêteté. Donc tu nous expliqueras, mais ça résume bien ton métier. Et ton entreprise est précurseur vraiment dans l'utilisation et de la blockchain et des NFT pour tracer les produits physiques, et ça marche déjà pour des grands noms quand même, comme Cdiscount, Saint-Laurent et encore bien d'autres entreprises. On va voir ça avec toi. Alors Clément, ce qui serait intéressant, c'est d'abord que tu te présentes et puis que tu enchaînes avec le point de bascule, l'élément dans ta vie où tu as compris la blockchain et où tu as compris ce que tu allais en faire, et comment tu es arrivé à la traçabilité. Donc voilà, beaucoup de questions, mais tout en un. Je te donne la parole. D'accord, merci. Oui, donc je suis Clément Berger-Lefranc. Donc oui, effectivement, je suis le président et le cofondateur de Ownest. Mais avant, j'ai toujours créé des entreprises. J'ai créé ma première entreprise quand j'étais encore dans mes études. Et puis, en 2014-2015, je lis des premiers papiers en anglais sur la blockchain. Et là, le choc est un peu important parce que d'abord, je doute de mon anglais. Je me dis, mais je suis pas sûr de comprendre réellement ça. Mais si, pour de vrai, je comprends vraiment. Et là, je me dis, mais en fait, ça va impacter tous les secteurs d'activité, en fait. Et tous les domaines d'activité et toute notre vie peut être perturbé par ces modes de fonctionnement. Et pour de vrai, pendant un mois, j'ai pas dormi. Donc pendant un mois, j'ai pas dormi, à enchaîner des lectures nocturnes, mais aussi à penser à tout ce que ça allait impliquer. Et donc, dans tous les domaines d'activité, est-ce que ça allait changer dans ces secteurs d'activité? Et donc là, j'ai décidé de quitter une situation plutôt correcte pour lancer un premier projet. J'ai rencontré mes associés pendant des conférences blockchain internationales. On était peu de Français au départ. Et là, on a commencé un peu à discuter. On a lancé 2 sociétés. On parle de 2015, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Les premiers contacts 2014, 2015, les premiers échanges, et puis création de la première société en 2015. Et à cette époque-là, on passait beaucoup de temps à sensibiliser les gens à l'utilisation de la blockchain. Et donc, et moi, j'ai passé pas mal de temps justement à former des grands patrons du CAC 40 aussi, notamment entre autres, et surtout à ce qu'était la blockchain, et leur expliquer assez simplement de ce qu'était la blockchain. Évangélisation, donc. Évangélisation, et c'est là en fait où est venue l'idée de nos business, puisqu'en fait on s'est rendu compte que tous ces gens-là avaient exactement les mêmes problèmes, des problématiques de traçabilité, de produits physiques sur le réseau. Et on s'est dit, justement, là c'est vachement intéressant parce que la blockchain, c'est justement ça. C'est le premier use case de la blockchain, c'est de dire on va tracer un actif, alors digital, pas physique, mais on va justement le tracer et tracer les échanges pour le sécuriser. Donc en fait, le concept est bon. Il va peut-être falloir commencer à essayer de l'appliquer à des produits physiques. Et donc là, on a dû faire fonctionner un peu de jus de cerveau pour le transposer à l'utilisation de produits physiques et la traçabilité de produits physiques. Et donc ce qui a donné Ownest et sa grosse utilisation aujourd'hui. Oui, mais à l'époque où tu étais très précurseur, parce qu'à l'époque, la blockchain, c'était principalement de la crypto-monnaie, c'était des échanges de valeurs, des échanges d'argent, quoi, finalement, en tout cas. Et peu de gens imaginaient qu'il puisse y avoir des use case business, qu'on puisse vraiment construire des entreprises avec ça. Et donc sur quelle blockchain, en fait? La base, à l'époque, il n'y avait que Bitcoin. Hein. Ah oui. Donc on commençait avec Litecoin, on avait les Colored Coins. On a commencé à faire des NFT, en fait. Alors ça, bien sûr, ça ne s'appelait pas NFT, mais en fait, c'est toute la mécanique de tokenisation du monde. Et on a commencé à faire des Colored Coins. Et on a commencé à faire ça. Et on a commencé... Des color coins? Color coins, c'est simplement en fait Bitcoin, où en fait, dans la petite transaction, tu as le droit de mettre un petit peu de texte. Et en fait, tu viens mettre un message chiffré qui donne en fait une identité unique à une couleur, en fait, un Bitcoin. Et donc, ça te permet de créer une unicité. Ah oui. Un fungible token, en fait, finalement. C'est l'ancêtre du NFT sur le... C'est l'ancêtre du NFT, donc c'était un peu compliqué, à la base. Okay. Et voilà, et puis Ethereum était en bêta à cette période-là, et là on a dit, non mais
Ethereum, ça peut nous aider largement à faire ça. Et donc, on a beaucoup travaillé en bêta sur Ethereum pour commencer à faire les premiers transferts de responsabilité, les premiers NFT à vocation business. Ok. Donc, vous avez d'abord fait du test and learn avant d'aller faire du développement de business, c'est ça? Ouais. Expérimenter la technologie. Oui, c'est ça. On avait vraiment les mains dans le cambouis à tester, à faire des opérations, à faire des transferts. Et il y avait beaucoup de choses à créer. C'est-à-dire qu'il y a l'outil brut. Et puis derrière, il y a toutes les utilisations plus ou moins complexes à mettre en place, à opérer et à scaler, donc à mettre à l'échelle pour que ça soit utilisable pour des gros business et des réalités opérationnelles, quoi. Ouais. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu pars d'un besoin identifié, alors qu'aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui ne changent pas leur business model et qui veulent absolument injecter de la technologie blockchain dans leur modèle existant. Et en fait, c'est tellement plus logique de partir d'un besoin et de construire le business sur base de ça. Ouais, mais clairement, moi j'ai passé 2 ans de ma vie à dire vous n'avez pas besoin de blockchain pour ça. Stop, quoi. Ouais. On veut faire un projet blockchain. Bah oui, c'est bien les gars. Mais là, il n'y a pas besoin. Vous prenez un gars, 2 lignes de code et puis c'est réglé. Voilà, ou un tableau Excel. Et puis en fait, ça fera largement le boulot. Par contre, si vous comprenez votre business dans le monde de demain, donc dans une logique décentralisée, avec des influences, là vous pouvez à la fois transformer votre business, gagner du temps avec l'outil blockchain, et après dans les modes de conception blockchain, dans des modèles décentralisés, vous pouvez créer le business de demain. Et donc les places à prendre, elles sont aujourd'hui, donc en 2014, 2015, 2016, elles sont à préparer pour demain. Et donc nous, on a été souvent perçus comme les mecs qui montaient une montagne avec un canoë, quoi. C'est-à-dire, mais attends, je comprends pas pourquoi ils se prennent autant la tête, Honest, à faire des choses aussi compliquées. Et puis quand on est arrivé au middle, tout le monde s'est rendu compte, ah ouais, en fait, il y avait un lac d'altitude derrière. Ouais. Ok, c'était pas con. Voilà. Parce qu'en fait, votre croissance, elle est parallèle à la croissance de l'e-commerce, en fait. Et aujourd'hui, tout le monde expédie des colis tout le temps. Oui, alors nous on fait de la traçabilité de produits physiques. Alors effectivement, c'est assez connu. Avec Cdiscount, on trace tous les colis de plus de 30 kg et à valeur pour Cdiscount, mais ça s'applique à toute typologie de produits. Voilà, on fait pour la SNCF, on fait de la production de rails pour des boîtes de télécommunications très connues, les principaux, Bouygues Télécom aussi. On fait de la traçabilité de produits réseau, on fait de la traçabilité de produits de luxe bien sûr pour des maisons comme Saint-Laurent, des choses comme ça, et puis bien sûr du e-commerce ou de la distribution physique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de tracer et de savoir exactement qui est responsable de quoi, donc de n'importe quel produit, sur n'importe quel type de réseau, que ça soit un réseau logistique, donc comme un Cdiscount qui en a besoin, mais aussi n'importe quel réseau où on s'échange des biens physiques. Et donc, Honest permet de savoir exactement qui en est responsable à chaque étape en temps réel. Et ça donne une traçabilité absolue sur tous les produits. Oui, alors voilà, donc je pense que c'est peut-être l'occasion, alors rentrons directement dans le dur et expliquons concrètement, c'est-à-dire que c'est ça où on va comprendre ce que fait Honest, c'est typiquement, donc on a une palette de produits qui sort d'une usine, et l'idée c'est que le responsable de cette palette va ensuite transmettre la responsabilité au chauffeur du camion qui va embarquer la palette. Et ce transfert de responsabilité se fait par le transfert d'un NFT, du wallet de la personne 1 responsable, et ensuite il le passe au wallet de la personne 2, et ce wallet est dans un téléphone pour être très concret, donc c'est dans le smartphone du manutentionnaire, on va dire, pour être vraiment très concret sur le terrain, hein, on est dans le dur là, mais comme ça au moins les gens vont comprendre pourquoi Honest c'est révolutionnaire, c'est parce que vraiment là sur le terrain, d'un téléphone à un autre, on transfère la responsabilité en transférant le token. C'est ça, sur le terrain en fait ils opèrent par n'importe quel device connecté à Internet, donc un téléphone, un ordinateur, n'importe quoi, où il se transfère le token de responsabilité. Mais si on veut bien comprendre comment ça marche, si on reprend les basiques, on comprend très rapidement comment ça marche et vous allez comprendre le concept. Si je reprends vraiment la base de la base si je veux donner à Claudia un bitcoin. Vraiment la base. Allez, ça commence à faire du montant. J'utilise toujours le même exemple depuis des années, mais ça commence à faire des sacrés montants. En fait, avec la technologie blockchain, je vais simplement écrire une transaction d'un bitcoin vers toi, Claudia, et cette transaction, je vais la mettre dans un panier de transactions en attente de validation. Un peu comme un chèque, en fait, en attente de validation. Et puis, il y a un troisième acteur, le fameux mineur, en fait, qui lui va piocher dans ce panier, qui va dire, Clément veut donner un bitcoin à Claudia,
mais comment ça se fait que que Clément ait un Bitcoin? En fait, il va simplement prendre un registre qui contient toutes les transactions depuis le début, et il va dire, Clément, il avait 5 Bitcoins, il en a dépensé 4, aujourd'hui, il lui en reste un, donc oui, effectivement, il peut le donner à Claudia. Donc oui, cette transaction est valide. Cette transaction, il la met dans un bloc qui contient des milliers d'autres transactions, et ce bloc, il vient l'adjoindre au registre. Et en fait, ce registre, c'est cet enchaînement de blocs qui contient toutes les transactions depuis le début. Tu nous expliques la blockchain. En fait. Ça, c'est la blockchain, mais ça, c'est la blockchain technique. Et quand je vous explique ça, tu dis, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Parce qu'un registre des transactions, il n'y a rien de révolutionnaire. Non, parce que la révolution, elle est où? Elle est dans la mécanique de consensus. C'est quoi? C'est que quand moi, je veux te donner un Bitcoin, Claudia, mon objectif individuel, c'est de te prouver que je détiens un Bitcoin de valeur et que je vais te le donner pour que tu me rendes un service ou que tu me vendes un produit. Mon effet collatéral, c'est cette transaction, je le mets dans le panier. Toi, ton objectif individuel, c'est de récupérer ce Bitcoin de valeur. Tu n'en as rien à faire de moi, tu n'en as rien à faire de la blockchain, du système, tu t'en fous. Hein. Ton seul objectif, c'est ça. Et ton effet collatéral, c'est de regarder cette transaction. Le mineur, lui, son objectif individuel, c'est de créer un bloc. Parce que s'il est le premier, il gagne 50 bitcoins de départ, 25, enfin on a le halving au fur et à mesure, et donc il a une rétribution de plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque fois qu'il crée un bloc. Mais pour créer un bloc, il a besoin de transactions valides. Donc son objectif individuel, c'est de créer un bloc, mais son effet collatéral, c'est de sécuriser ta transaction dans le bloc. La révolution blockchain, elle est exactement là, c'est qu'on a agencé les effets collatéraux des objectifs individuels de chacun. Qui sont différents dans un système qui s'autocomplète et qui sécurise. Okay. Et ça, on a la mécanique de consensus, et c'est comme ça qu'en 10 ans, un peu plus de 10 ans, on a un système qui n'a sans aucun soutien politique et sans aucun soutien financier, qui gère des milliards et des milliards d'actifs, qu'ils soient financiers ou autres, dans le monde. Ça, c'est la révolution du consensus blockchain. Et donc, quand toi, tu as des dirigeants du CAC 40 qui te disent « moi, j'ai un problème de traçabilité », tu te dis soit j'utilise la blockchain comme un outil où on peut pas mal horodater, vous savez, enregistrer un élément. Soit je dis, pour la traçabilité, je vais demander à chaque personne de dire quelque chose et je vais le horodater sur la blockchain. Mais le problème, c'est que très rapidement, il y a des gens qui vont me dire n'importe quoi. Et j'aurai horodaté n'importe quoi. Donc ça résout pas tellement mon souci. Et il y a pas mal de projets qui sont lancés comme ça et puis qui ont pas abouti. Et si on fait le lien avec ton business, ça veut dire valider, enfin certifier que j'ai reçu un colis alors que je ne l'ai pas reçu, ou certifier que j'ai reçu un colis en bonne et due forme alors qu'il est abîmé. C'est ça, c'est ce qui arrive tout le temps. Moi, je l'ai bien envoyé et moi, je l'ai pas reçu. Ah d'accord, ok. Donc toi, tu l'as bien envoyé et toi, tu l'as pas reçu. Eh bien moi, j'ai un problème. Parce que moi, je suis entre les deux et c'est moi qui vais repayer le produit pour qu'on refasse la transaction. Donc, c'est deux déclaratifs qui ne servent à rien et c'est ça tous les problèmes de traçabilité. Et donc là, on s'est dit non, il faut faire fonctionner son jeu de cerveau, ou comment je vais réussir à créer une mécanique de consensus de type blockchain sur un produit physique. Et c'est comme ça qu'on a créé le NFT de responsabilité, avant ça s'appelait pas un NFT, mais un token de responsabilité, le NFT de responsabilité, en se disant, il faut que je crée une mécanique de consensus où à chaque fois que j'ai un produit physique, il faut qu'en même temps, j'ai la responsabilité du produit. Et à chaque fois que je vais transférer le produit physique, eh bien en fait, je vais essayer de transférer la responsabilité du produit. Et en fait, c'est la mécanique de refiler la patate chaude de la responsabilité. C'est-à-dire que moi, toi Claudia, si je veux te donner un iPhone, enfin si tu veux récupérer un iPhone et que finalement je te donne simplement l'iPhone et que la responsabilité qu'on m'avait refilée moi à mon tour, je ne te la refile pas, tout le monde considérera que je suis le responsable de l'iPhone. Donc mon objectif individuel, moi, c'est finalement te refiler la responsabilité et finalement j'aimerais bien garder l'iPhone, tu vois. Mais je sais très bien que si je te présente pas l'iPhone, tu n'accepteras pas la responsabilité. Parce que nous, on a une mécanique où tu peux accepter ou refuser la responsabilité. Et donc, là, toi, c'est pareil. Moi, je le fais parce que j'ai pas le choix. Parce que je veux me déresponsabiliser, refiler la patate chaude. Et toi, tu le fais parce que tu veux récupérer le produit. En fait, on a créé une mécanique de consensus physique sur un produit physique en temps réel où les gens le font pas par bonne volonté. Encore faut-il que le process de l'entreprise se mette en place en expliquant à tous les gens qui interviennent dans la chaîne, en disant vous allez être interpellés sur un token de responsabilité, il faut l'accepter pour pouvoir... Ça implique du change management en entreprise. Ça, Alors c'est ça, c'est qu'en fait ça c'est notre métier et la particularité c'est que c'est un peu comme une mayonnaise, en fait on fait prendre la mayonnaise, c'est-à-dire que
à partir du moment où on a réussi à opérer les premiers transferts de responsabilité, les gens qui vont obtenir la responsabilité, ils vont pas le faire pour les beaux yeux d'Honest ou pour les beaux yeux du donneur d'ordre. Le Cdiscount ou le client, il va le faire parce que lui, il veut se déresponsabiliser. Donc nous, en fait, nous on déploie Honest en 3 semaines. Sur des réseaux logistiques même complexes et opérationnels en 3 semaines. Intégration en entreprise. Ouais, complètement. Okay. Déploiement sur des réseaux physiques, par exemple métro, ça c'est une chose pour laquelle on est fier. En plein confinement, on a déployé Métro sur les entrepôts. Attends, Métro pour les Belges, c'est quoi? Métro, c'est le grand distributeur pour les professionnels. Ces grands distributeurs d'agroalimentaire, de tout type de produits. Ah oui, non, en Belgique aussi. C'est les retailers professionnels, vous en avez, c'est un groupe allemand. Oui, oui. Et en fait, on a déployé la solution Honest en plein confinement en quelques semaines et ils ont eu des résultats immédiats. Ah oui. Et eux, leur problématique était située où? L'envoi des colis? C'était la gestion des palettes. Donc... Voilà, donc tu as un intérêt à faire ça, même rien que sur la gestion de tes palettes. Donc les palettes, une palette, ça vaut entre 8 et 10 euros. Et juste la gestion de ces palettes pour savoir comment elles dispatchent et comment elles transitent entre les entrepôts, les transporteurs et les magasins et comment je gère la reverse logistique. En fait, la réalité dans le monde de la logistique, c'est que tu perds plein de palettes et tu les payes. Et donc, 8 euros, 10 euros, c'est pas grand-chose. Mais quand on rachète chaque année 100 000 ou 500 000, ça commence à faire mal. Et là, en fait, quand tu mets Honest en place, eh bien, en fait, si tu as 2 523 000 palettes en circulation, tu as 2 523 000 responsables identifiés pour chaque palette à n'importe quel moment en temps réel sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire qu'il ne peut plus exister une de tes palettes pour lequel un mec va te dire je sais pas où est-ce qu'elle est. En fait, je vois bien l'intérêt pour le dirigeant d'entreprise, mais je suis en train de me dire, je vois aussi l'intérêt pour le livreur et le manutentionnaire. C'est-à-dire que tu dis à tous ces gens-là, en vous délivrant de cette responsabilité, en transmettant le token, plus jamais on viendra vous poser de questions sur qu'est-ce qui est arrivé à ce colis, qu'est-ce qui est arrivé à cette palette. Et c'est vrai que j'imagine qu'elle est encore maintenant, tant qu'on n'a pas ça, on peut à tout moment être interrogé par le patron qui dit mais ce colis, il a disparu, explique-moi, qu'est-ce que tu en as fait, où était-il, qu'est-ce que tu as fait, et ça stresse en fait, ça stresse. Donc quand on dit mais j'ai transféré le token, donc je n'y suis pour rien, il sera jamais interrogé, jamais inquiété. C'est-à-dire qu'il y a une preuve indélébile. C'est ça, en fait, tu as un accusé de réception. Ouais, c'est ça. Pour chaque personne qui va utiliser ton produit, qui va faire une rupture de charge ou qui va toucher ton produit, il y a une responsabilité, un accusé de réception. Je l'ai bien reçu dans cet état, à cet instant T. Ah oui, on peut préciser l'état dans lequel... Tu peux préciser l'état parce qu'en fait, moi par exemple, on me refile... Donc moi je suis un chauffeur. Ouais. Je me présente là à 3h du matin à l'entrepôt de Cdiscount. Jamais entendu parler de la blockchain. Je suis même pas un chauffeur de DB Schenker ou n'importe quoi, je suis un sous-traitant d'un sous-traitant transporteur. J'arrive et là au moment où en fait on va me transférer les produits et qu'on va les charger dans mon camion, on va me transférer les responsabilités. Là, je suis... Non, mais attendez, vous parlez de quoi? Donc, ça veut dire qu'il doit avoir le wallet. Exactement. Et là, mais attendez, de quoi? Je comprends pas. Et là, en fait, par notre application, c'est une web application, il va se créer un compte à la volée en quelques secondes. Et là, ils comprennent très vite. Ils disent ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris votre game, là, j'ai pris la responsabilité. Il n'a pas besoin de son propre téléphone, il peut utiliser n'importe quel device qui est connecté à Internet. Et donc, ça veut dire qu'il y a une description de ce qu'il embarque. Exactement. Donc là, je prends 15 colis, par exemple le 328, le 325, le 324. Il y a des scan and match. Enfin, bon, je vous passe les détails de l'opérationnalité logistique parce qu'il y a 50 manières de faire un transfert de responsabilité. Il prend les responsabilités et il prend son camion. Et quand il arrive au magasin ou au point relais, la première chose qu'il fait, il dit donnez-moi un téléphone, un truc connecté à Internet, je vous refile les patates chaudes. Je veux me déresponsabiliser. Et il se déresponsabilise et la personne en face accuse réception. Et donc là, en fait, naturellement, en fait, de manière contradictoire, les gens ont donner la bonne information de l'état des produits. Si jamais il s'avère que je dégrade le colis, volontairement ou involontairement, quand je vais refiler la responsabilité des 10 colis au point relais, le point relais lui va dire ok, je prends la responsabilité des 10 colis, par contre, il y en a un qui est défoncé. Ce 10e colis-là, il est un peu abîmé. Donc je vais faire une réserve, je vais prendre une photo et je vais faire une réserve. Et donc je prends la responsabilité, mais il est un peu abîmé. Et ça, ce qui fait que ça m'incombe à moi qui étais le transporteur, parce que moi je l'ai pris en bon état et je l'ai refilé. Et bon, et oui, il y a une responsabilité. Ce qui fait que ça responsabilise l'ensemble des acteurs du terrain. Et surtout, en fait, ça crée un cercle vertueux de travail correct sur les réseaux pour n'importe qui, même si c'est pas tes employés. Et donc ça crée un cercle vertueux. Et au départ, on s'est dit, mais attends, les transporteurs, ils vont nous tuer de les responsabiliser autant. Et en fait, très rapidement,
on a eu des retours ultra positifs parce que les gens nous disaient non mais attendez, c'est top parce que moi je prouve que je fais bien mon travail parce que moi j'en ai rien à faire de piquer, et puis il s'engage, c'est une façon de s'engager dans son travail. Oui, mais c'est surtout que plus jamais on leur demandera des comptes. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est les stats qu'on a, parce que maintenant ça fait des années qu'on opère sur des réseaux logistiques très divers et variés. Et en fait, sur 100 acteurs, sur un réseau logistique, vous n'en avez que 5% qui sont défaillants dans les méthodes traditionnelles. Et sur ces 5% d'acteurs défaillants, il y en a 4 qui le sont de manière involontaire. Donc c'est des erreurs d'inattention, des petites erreurs de comptage. Et ces gens-là, ils rentrent directement dans le rond parce que comme il y a un double check à chaque étape, il y a une vérification. Ben, il n'y a plus d'erreur en fait, parce qu'elle est double checkée à chaque étape à rupture de charge. Et ça prend très peu de temps, en quelques secondes ils font le transfert, ça va même plus vite que traditionnellement. Et le 1% restant, ils sont tellement identifiés, pointés du doigt, mais dans les premiers jours d'utilisation d'Honest, qu'ils n'ont pas d'autre choix de rentrer dans le rang ou de sortir. Ah oui. Et donc, résultat, ça crée une excellence opérationnelle. En quelques jours, on met en place une mécanique d'excellence opérationnelle, quel que soit le réseau logistique. Et c'est pour ça que derrière, et c'est pour ça qu'on a une croissance qui est relativement forte et quasiment invisible de tout le monde, alors que ça fait des années qu'on est dans le monde des cryptos, mais on a une croissance assez forte, parce qu'avec ça, on génère un retour sur investissement colossal. Ouais, tu nous disais que des grandes entreprises comme Cdiscount ou d'autres ont des pertes considérables, donc des vols, des dégradations, et doivent remplacer les produits auprès des clients. Ça leur coûte très 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 cher. Et avec ça, avec ton système Honest, du jour au lendemain, quasiment tu disais en 3 semaines, ça peut être implémenté. Toutes ces disparitions, tomber du camion, donc comme on dit. Le retour est quantifiable tout de suite, en fait. Mais immédiatement, déjà, quand toutes les pertes, il n'y a plus de pertes sans responsable identifié. Ouais. Donc j'arrête de payer pour les autres qui perdent mes produits. C'est quand même déjà, rien que là, juste cette ligne-là, ça fait... Voire même, je comprends pourquoi il l'a perdu. Voilà. Parce que parfois, tu ne le perds pas volontairement. Parfois, tu le perds... Bien sûr, mais je sais à quelle étape ça s'est passé. Et puis, je peux faire aussi des corrélations sur... c'est toujours au même endroit, sur la même plateforme ou à telle personne. Okay. Parce qu'en fait, j'ai ces éléments-là. L'autre point, c'est que c'est pas parce que tu as fait des pertes que tu vas gagner que sur les pertes. Tu vas aussi gagner sur le produit. Les gens vont faire plus attention au produit parce qu'ils veulent pas se prendre une réserve derrière. Ouais. Donc la télé, au lieu de la jeter dans le camion, ils vont la poser plus doucement. Ouais. Donc t'arrêtes d'avoir des dégradations sur tes produits. Ouais. En plus de savoir qui fait les dégradations, mais surtout structurellement, tu abaisses le nombre de dégradations. Oui, et là on parle des gens, mais parfois dans les chaînes de fabrication, dans les supply chains ou dans les chaînes de distribution, tu as des dysfonctionnements simplement fonctionnels et tu peux les identifier. Du coup. Tu les identifies beaucoup, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'emballages réutilisables, donc les palettes, les choses comme ça, parce qu'en fait on est capable de voir exactement comment elles transitent en temps réel, et donc on voit immédiatement en fait les goulots d'étranglement. Des zones qui monopolisent trop de temps des palettes, ou alors des gens qui n'ont pas les capacités, et ça arrive vers eux, et tu le vois en temps réel. Ça va arriver vers eux, donc ça va créer un blocage. Donc tu as une vraie mécanique d'optimisation en temps réel, de visualisation. C'est ce qu'on dit pour un directeur supply chain. Avant, le métier d'un directeur logistique, c'était d'essayer de planifier et de faire rouler la machine toute l'année et de la dimensionner à bonne hauteur en fonction de la saisonnalité. Là, il change de métier où en fait, il va piloter en temps réel sa chaîne logistique parce qu'il a les vraies datas. Oui, il a la vraie information en temps réel. Voilà. En fait. Et c'est ça. Et en fait, la data, c'est pas les systèmes d'information qui la donnent, c'est la réalité du terrain. C'est les gens sur la réalité du terrain, et comme la logistique, c'est de la réalité terrain, c'est d'abord ça avant n'importe quel système, mais c'est les opérateurs sur le terrain qui génèrent cette data en or, qui me permet de piloter en temps réel ma chaîne logistique. Ok. Et attends, j'avais encore une question. Oui, donc ça s'adapte à tous les business pour autant qu'il y ait de l'envoi de matières premières, en fait, quel que soit. Je pense aux dons d'organes, par exemple. Mais ça ne s'adapte pas à tous les business, parce que ça, c'est une question. On avait discuté avec un diamantaire qui, lui, voulait tracer ses diamants depuis l'extraction, et qui disait, mais le problème de ces mécanismes-là, c'est que tout le monde, tous les acteurs doivent être d'accord d'adopter la solution. Et dans le diamant, ça n'est pas possible. Parce que, évidemment, il y en a qui ne veulent pas dévoiler d'où cet extrait. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça, où parfois tu as des sous-traitants qui travaillent et qui ne veulent pas adopter la technologie ? Oui, alors en fait, c'est une mécanique d'adoption progressive et de responsabilité. C'est-à-dire que si je ne connais pas l'origine de mon diamant, au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir le vendre.
Donc, si mes consommateurs sont plus exigeants dans la vérification, ou si j'ai des obligations réglementaires, je pense notamment par exemple dans le monde du luxe sur les cuirs, hein, sur l'origine des cuirs, eh ben, je ne peux pas en fait les transformer, les commercialiser. Et bien ça, en fait, ça devient un standard. Et le standard, au lieu d'être papier, il est tokenisé. Et ça permet à la fois en fait de faire un suivi, moins d'usurpation, mais surtout, ça ne veut pas dire que c'est sur la blockchain, donc c'est entièrement traçable, qu'on ne peut pas avoir de confidentialité. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une traçabilité totale que je vais dévoiler l'ensemble de ma chaîne d'approvisionnement de tous mes clients. Parce que la blockchain est transparente. Voilà. Par exemple, si aujourd'hui c'est pas le cas, mais peut-être dans quelques mois, quand vous achèterez un produit ou votre télé et que ou vous allez chez Saint-Laurent et qu'on vous remet votre produit, lui il a été tracé avant. Oui. Et peut-être qu'on va vous le remettre en tant que client. Mais vous n'allez peut-être pas voir toutes les étapes, mais en tout cas, elles existent et vous n'allez pas avoir exactement les codifications de à quoi ça correspond, mais s'il y a besoin de vérifier, on est capable de le vérifier. Et c'est la marque ou c'est la personne qui va pouvoir vous dévoiler l'information qu'elle peut dévoiler. Mais alors sur la technologie, parce qu'on disait en préambule, et c'est intéressant, tu disais même en préambule, tu as passé 2 ans à expliquer à beaucoup d'entreprises qu'ils n'avaient pas besoin de blockchain. Et moi, je te pose la question un peu exprès, volontairement, pour relancer un peu, mais donc toi, c'est sur une blockchain publique qui est, je crois, Ethereum. Hein, bon. Mais finalement, ça pourrait être aussi une base de données privée, puisque, parlons de Cdiscount, qui est un de tes gros clients, ils pourraient, eux, proposer leur propre base de données. Quel est à ce moment-là l'intérêt d'une blockchain? Puisque, pour moi, une blockchain, c'est que c'est reconnu par le monde entier. Donc, quand j'ai un NFT sur Ethereum, évidemment, je peux le faire transiter auprès du monde entier, puisque tout le monde valide Ethereum, quoi. T'as déjà un peu répondu à la question, et puis il y a des réponses complémentaires. D'abord, donc, on distingue à la fois donc, le mécanique de consensus blockchain de l'outil, et voilà. Et pourquoi ne pas le faire avec une blockchain plutôt qu'une base de données? Le premier élément, c'est que l'unicité numérique dont on a besoin, ce NFT, ce produit unique, cette responsabilité, on a besoin d'unicité numérique. Le meilleur outil aujourd'hui dans le monde pour avoir une unicité numérique, c'est les systèmes de blockchain publics. Je ne passe même pas le débat, mais parce que clairement, les blockchains publics sont le meilleur outil pour avoir une unicité numérique et pour pouvoir se transférer cette sécurité numérique. Donc déjà, il y a un choix technique entre se dire, j'ai besoin de créer une unicité numérique, qu'est-ce que je utilise comme outil? Bah tiens, la blockchain, c'est un bon outil, efficace, scalable, universel. Donc, utilisable partout sur n'importe quel système. Infalsifiable et très peu cher. Donc déjà, j'ai un outil qui est quand même super costaud. Ouais. Donc déjà, c'est mon premier choix. Ouais. Le deuxième élément, c'est que je porte des responsabilités. Donc je me vois mal Cdiscount détenir une base de données qui va impliquer la responsabilité de ses partenaires en disant bon alors selon mes bases de données tu es responsable du produit. Bon alors c'est un peu délicat effectivement parce qu'en fait je peux pas être jugé partie du système. Et puis le troisième élément, c'est qu'on est dans des logistiques internationales. Donc vous allez jamais demander à un UPS américain de rentrer sur un système propriétaire Cdiscount, par contre d'accuser un réception sur des systèmes décentralisés sans influence et de manière totalement confidentielle, ça passe. Et donc c'est d'abord une réponse technique en me disant mais non, en fait le meilleur outil c'est ça. Et puis le dernier élément, c'est que ça s'adapte à ma consommation. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me mettre en place, d'acheter des data centers monstrueux en fonction. Non. Là, pendant cette période, on a peu de transfert de responsabilité. Sur cette période, on va en avoir énormément. Je vais utiliser la puissance du réseau et sa scalabilité du réseau. C'est évident. Donc et ça en devient en fait structurellement évident. Et alors attends, parce que c'est pour ceux qui nous écoutent, parce que tu vas voir, j'ai une question qui m'est tout de suite venue en tête concernant les blockchains. Tu as parlé de Ethereum, qui est une blockchain publique. On est bien d'accord, c'est-à-dire que des validateurs, il y en a dans le monde entier qui valident des transactions Ethereum. Mais il y a des expériences de blockchain privées. Et on parlait de Saint-Laurent. Donc, dans le luxe, il y a cette fameuse consortium blockchain qui s'appelle Aura, où on trouve le groupe Richemont et le groupe LVMH, qui sont d'ailleurs des groupes très concurrents dans la vie réelle, mais qui se sont associés pour créer une technologie blockchain, une blockchain privée, la blockchain du luxe français. Et la question, c'est est-ce que tu pourrais pas, dans le luxe ou par secteur finalement, proposer aux acteurs du secteur de dire mais regroupez-vous, faites une blockchain, voire même européenne, privée, et alors la traçabilité est absolument merveilleuse et parfaite. Alors le principe des blockchains publiques, c'est que je fais fonctionner mon jus de cerveau pour créer une mécanique de consensus où l'équilibre
l'équilibre des forces est parfait, quel que soit le temps. Il est parfait aujourd'hui, en 2008 quand on a créé Bitcoin, mais 10 ans, 12 ans plus tard, il est toujours parfait cet équilibre des forces. Quand 2 grands groupes créent un consortium, 3, 4, c'est de la politique. C'est-à-dire que je fais des concessions, j'essaie de m'arranger et je crée un équilibre à un instant T. Mais le problème de tous ces consortiums, on le disait déjà en 2016, maintenant on n'a plus besoin de le dire, ces consortiums n'existent que très peu, ou ont mal duré, ou ont pas perduré. Parce que les équilibres ont changé, les forces ont changé, les anticipations. Puis après, il y a un point économique. Et ça, c'est quand on a mis les mains dans le cambouis, techniquement, on s'en rend compte. Si je crée un consortium de blockchain privé, alors dans ce cas-là, il faut que j'achète des serveurs pour le sécuriser. Ah oui. Donc il faut que je paye en permanence un système de serveurs. Ah oui. Et donc j'ai un coût économique inhérent, même si je ne l'utilise pas ou s'il est peu utilisé, quelle que soit la période. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Alors que globalement, dans une blockchain publique, l'équilibre est tout le temps structurellement parfait, à part sur les mauvais protocoles, et il y en a beaucoup de mauvais protocoles, mais la plupart sont bien construits, et je l'utilise que quand j'en ai besoin. Et en plus, d'ailleurs, son prix varie en fonction des demandes, donc c'est parfait. Oui, mais est-ce qu'il faut, dans le luxe français, est-ce qu'ils font pas ça aussi par rapport à la confidentialité des données? Alors, la confidentialité, ça c'est l'autre point aussi, c'est à peu près la même chose que l'avènement d'Internet. C'est-à-dire qu'au départ, quand Internet est arrivé, les gens ont dit « Internet, c'est super, mais j'ai un peu peur pour la confidentialité, parce que moi, j'ai un vrai travail. Je suis sérieux quand même. Donc moi j'ai un vrai travail. Et donc ça serait bien de faire Internet privé, quoi. Un intranet. Un intranet, c'est ça. Et en fait c'est un peu bête, quoi, de se dire mais j'ai tous les désavantages d'Internet sans en avoir les avantages. Et je me souviens de la folie des intranets. Voilà, et la folie des 98, 99. Et voilà. Et donc aujourd'hui, tu vas voir une entreprise, les mecs, ils comprennent très bien qu'ils sont capables sur Internet d'avoir des sections privées et d'avoir des activités privées. Donc, exactement, bien expliqué. En fait, t'as pas besoin. Donc là, c'est exactement la même chose avec l'avènement de la blockchain, c'est de se dire, mais attends, mais je peux pas, j'ai besoin de ma blockchain privée. Non, en fait, tu peux très bien opérer une blockchain public avec des opérations totalement privées, confidentielles. Et c'est ce qu'on fait. Heureusement que tout le monde n'est pas au courant des volumes qui sont transférés. On est sollicité sur de la gestion de scellés judiciaires. Je peux vous dire que voilà, c'est armes, drogue, il y a des carnets de compte, des bateaux, des avions, enfin plein de produits très divers et variés. En fait, non, une totale confidentialité et en plus à valeur probatoire, donc à valeur juridique, parce que ça va passer devant le juge pour horodater les prises de scellés. Donc on a vraiment en fait un outil qui permet de le faire et ça c'est la base de fonctionnement. Et une fois qu'on a compris cette base, on peut tout construire dessus. C'est vraiment ça. Aujourd'hui on est dans un océan complet bleu de création grâce à ces nouveaux outils d'unicité numérique et de sécurisation dans une logique de consensus. Oui, en fait, on pourrait réfléchir à l'infini de savoir, enfin, d'imaginer à quoi pourrait servir ce NFT, même, j'ai envie de dire, même dans la spécialisation de la traçabilité, en fait. Clairement, mais c'est pour ça que j'ai pas dormi pendant un mois. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai pas dormi pendant un mois, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à comprendre la tokenisation, j'ai commencé à tout tokenifier. Donc me dire, qu'est-ce qui me nécessite en fait une unicité numérique ? En fait, parce que c'est quoi qui est unique dans mon monde et comment je le gère. Et donc forcément, on a vu les crypto-monnaies, mais en fait on avait déjà anticipé, on parlait déjà de certificat d'authenticité à l'époque. Oui. Donc en 2015, d'ailleurs Honest au départ, c'était une perle en logo parce que c'était les certificats d'authenticité des produits de luxe. En fait tout ça c'est anticipable parce que c'est des mécaniques de tokenisation. Et nous on va encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire que même aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la plupart des gens voient dans le NFT la partie positive du NFT. C'est-à-dire je suis propriétaire de quelque chose, c'est quelque chose de positif. Mais dans la vie, on a des droits et des obligations. Et donc en fait un NFT peut aussi porter des obligations et des engagements. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait nous depuis le départ avec de la responsabilité. Et ça s'applique sur le tout petit champ de la responsabilité. Mais en fait effectivement ça s'applique sur tout. Et déjà rien que dans la traçabilité, quand j'ai la responsabilité, je peux automatiser de la facturation, je peux déclencher de la garantie, je peux fournir des certificats d'authenticité. Et ça, c'était la question, parce qu'en fait, j'ai fait mon travail de fin d'études chez Alira sur la traçabilité, justement, puisqu'en fait, tous les constructeurs de vélos, entre 2024 et 2028, en Europe, donc, vont avoir la responsabilité de récupérer la batterie des vélos à la fin du cycle de vie.
Ce qui veut dire suivre le vélo sur le 2e, 3e, 4e marché, puisque tu achètes un vélo, 2 ans plus tard, tu le donnes à ta voisine. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ne savent pas où sont leurs batteries, mais là, les réglementations européennes. Et je me suis dit, mais quel enjeu, parce qu'en fait, là, on lie la propriété à l'identification, à la traçabilité. Et je me suis dit, mais c'est des enjeux colossaux, en fait. Alors oui, alors ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que j'ai une banane comme ça, mais parce qu'en fait, effectivement, c'est des sujets complètement qu'on traite aujourd'hui. En fait, effectivement, on est capable, quand on est capable de tracer un produit physique, on est capable de tracer tout son cycle de vie. Et quand on commence à réfléchir, parce que nous, c'est des points qui nous incombent beaucoup, l'écologie, toutes les mécaniques d'économie circulaire. Et donc, en fait, quand on est capable de tracer la responsabilité et qu'on a l'intelligence dans nos sociétés d'anticiper la première consommation, mais aussi la 2e et la 3e consommation. Et la récupération. Ben c'est ça, c'est la récupération, la transformation. Et voilà. Quand j'achète une voiture et que dans ma porte, il y a une plaque d'acier, finalement, je suis simplement un utilisateur temporaire de cet acier. Ouais. Parce que je vais l'utiliser 4 ans, ensuite il va être détruit, il va être réutilisé, peut-être pour faire un grille-pain. Et donc, en fait, aujourd'hui, toute notre société, on dit qu'on est dans des sociétés évoluées. Oui, mais on n'est qu'à un stade d'évolution, parce qu'en fait, on va évoluer. Avant, on mettait tout notre cerveau d'ingénieur à créer un produit. Aujourd'hui, on a largement la capacité de créer un produit, mais aussi de réfléchir à la fin de vie de ce produit, et aux 2e vie, et à la 3e vie. Et ensuite à sa récupération, sa transformation, et donc son 2e cycle de vie. Exactement. Et donc en fait, ça, les NFT de responsabilité, de tracer ces produits physiques, c'est ça que ça permet, en fait, d'intégrer ça dans une chaîne globale d'intérêt économique. On pourrait même imaginer dans plusieurs années, parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme engouement vers les NFT. Tout le monde veut acheter de l'intangible. Mais finalement, c'est qu'un effet de mode, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont... La vraie rareté et le vrai luxe, ça sera d'avoir la chose physique. parce que cette espèce d'unicité, finalement, industrielle, créée sur un produit physique, on a des ressources limitées sur Terre. Donc ça va revenir. Et donc il y aura une bataille dans des dizaines d'années, il y aura une vraie bataille sur la possession, et d'ailleurs c'est un peu le cas, hein, quand on voit le prix des matières premières, il y aura une vraie bataille sur la matière physique et comment je peux l'exploiter. Et peut-être que des prix d'exploitation d'acier ou de choses comme ça, ça coûtera tellement cher à l'achat que je devrais partager le coût d'achat avec le premier utilisateur, mais aussi avec le 2e et le 3e. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, les blockchains la blockchain est assez critiquée pour son coût environnemental, alors qu'elle peut servir justement à améliorer les usages pour avoir une meilleure qualité d'environnement, moins d'échanges via le pétrole, enfin moins de transport en fait. C'est à tous les impacts. Il y a le point déjà. Alors bien sûr, nous, c'est des choses qui nous incombent complètement, mais quand je vends une télé et qu'elle est détruite sur le réseau logistique, j'en produis 2 fois. Ouais. Ça, à partir du moment où l'humanité commence à optimiser ces réseaux-là, on a fait le plus gros du travail. Ouais. Mais vraiment. Parce que toi, tu disais c'est des centaines de milliers de télé. Non, c'est des millions et des millions d'euros de pertes et de dégradations sur des choses qui peuvent être en fait totalement contrôlées et sécurisées. Et en coût de transport, parce que tu dois le livrer 2 fois. Exactement. Là, on a un projet dans la télécommunication, sur la traçabilité de Touré, l'économie, rien que le bois des Touré, c'est 800 tonnes de bois par an économisées. Et on parle que du bois. Il n'a même pas été transformé, transporté, tout ça. Ouais. Et on n'a même pas parlé du câble qu'il y a dessus. Ouais. Donc des économies réalisées, c'est monstrueux. Donc là, les coûts d'économie sont colossales d'un point de vue environnemental. Quand on commence à mettre de la responsabilité sur ces produits physiques, on économise et on améliore son bilan carbone. D'ailleurs, nous, on fait sur notre dashboard, on a même des sections RSE sur des points RSE, sur des économies réalisées, sur la réalité du transport. Parce que la plupart des bilans RSE, ils sont basés un peu sur de la data un peu légère, quoi, hein. Là, on a vraiment capable de le quantifier et de trouver les axes de travail et d'amélioration. Ça, c'est le point vraiment de notre application technique sur les produits physiques. Mais après, oui, effectivement, en fait, il y a toute la perception de l'utilisation de l'unicité numérique et sa puissance. Donc, oui, le minage et certains types de minage fait des consommations importantes, mais ça permet de réguler
des surconsommations électriques. Vous devez peut-être connaître Sébastien Gouspillou. Oui, voilà, bien sûr. Voilà, mais il explique très bien. Et voilà, donc il y a ces mécanismes-là. Ouais. Il y a surtout aussi des blockchains qui sont moins consommatrices d'énergie ou moins, qui sont capables de faire beaucoup plus de volume avec des peu de consommation énergétique. Et puis après, vous avez tout le champ de l'unicité numérique. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc sur lequel il faut être sensible, mais quand vous envoyez un mail, vous envoyez le même mail 5 fois, ou si vous avez 10 personnes en copie, dans 10 serveurs différents. Et ces 10 serveurs différents, ils vont faire des sauvegardes parce que c'est des données personnelles, et ça va être dupliqué 3 fois. C'est du délire. L'humanité consomme de l'énergie pour une information qu'on a juste copiée 10 fois parce qu'il fallait l'avoir 10 fois. Alors qu'en fait, l'unicité numérique permettrait de l'avoir qu'une seule fois à un endroit et simplement donner des clés d'accès permanentes ou temporaires à ça. Et donc là, tu complètement réduis le volume de data center nécessaire. Donc en projection à long terme, c'est même nécessaire en fait. Non, mais en fait, moi je suis bouleversée par ce que tu dis, parce que tout d'un coup je me rends compte de tous les enjeux business, là j'ai envie de tout faire. Oui, et sans parler de la régulation qui va accélérer le mouvement. Non, parce que, attends, je reviens sur ta com. Donc tu te rends compte qu'en fait, toi quand tu arrives chez un client, tu vends de la traçabilité, mais en fait tu peux vendre plein de trucs, parce que tu lui vends son engagement sociétal, environnemental. En fait, ta solution n'est pas une solution, elle est plusieurs solutions. C'est un écosystème, en fait. C'est fantastique. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on perturbe un petit peu quand on arrive dans les entreprises parce que on se déploie très rapidement. On a des résultats très, très concrets et très rapidement, en fait, ils perçoivent toutes les capacités d'eux. Et ça fait plaisir parce qu'ils perçoivent toutes les capacités de la blockchain, en fait, et de ce que l'humanité est en train de créer. Donc, c'est super. Mais effectivement, nous, on rentre d'abord en disant, ok les gars, c'est bien, ça y est, vous avez découvert le grand escalier qu'il y a à monter, c'est super. Mais bon, on a une réalité business et il faut commencer quoi. Donc on va commencer avec cette première marge de transfert de responsabilité. Et d'ailleurs, c'est une bonne marge parce que elle rapporte beaucoup. C'est les 20% qui rapportent 80%. Et qui te permettent de faire autre chose. Voilà. Et puis au fur et à mesure, très naturellement, on est rentré à la SNCF, on a commencé sur la traçabilité des rails, puis on est parti sur l'économie circulaire et à la gestion de parc de téléphone pour les collaborateurs. Parce qu'en fait, il y a des capacités d'optimisation partout, sur améliorer mon bilan RSE, sur avoir une visibilité, une responsabilisation. Et puis là, le dernier point qu'on fait, maintenant, on déploie juste la technologie parfois pour faire des audits temporaires d'analyse de dysfonctionnement ou de points d'amélioration. Donc, c'est nous ou des cabinets de conseil qui vont déployer en fait Honest temporairement en quelques semaines pour avoir des résultats et des datas très concrètes sur des plans d'action. Et ce qui fait que dans la logistique ou dans d'autres secteurs, je prends des décisions non pas par des datas qu'on a essayé de consolider ou pas, par la réalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 200 pour analyser les données, quoi. Elles sont tellement claires, mais comme elles n'étaient pas viables avant. Parlantes, en fait. Voilà, parlantes. En fait, dans quasiment tous les secteurs d'activité, vous avez de la data qui est plutôt qualitative. Banque, assurance, informatique, tous ces métiers-là, la donnée est plutôt bonne et plutôt qualitative, on fait des petits rapprochements et tout ça. Là où la donnée pure, elle est complètement catastrophique, c'est dans la logistique parce qu'on n'a jamais la bonne information, il y a plein de partenaires différents, différentes normes, des bribes d'informations, que du déclaratif et tout ça. Nous, on arrive juste en disant, on va faire générer par vos acteurs de terrain la bonne data. Et maintenant que tu as la bonne data, là, tu peux mettre toute l'intelligence que tu as et naturellement, en fait, tu as des points d'optimisation immédiats. Et c'est pour ça que les retours sur investissement, ils sont dès les premières semaines parce qu'il y a des points où immédiatement, ils économisent de l'argent. Il y a moyen de géolocaliser les colis ? Pas besoin. Alors, pas besoin, c'était une grande question dès le départ en se disant, attends, est-ce que je peux rajouter, comme ils ont des téléphones, la géolocalisation ? Et en même temps, je m'en fiche. Pourquoi je m'en fiche ? Parce que l'important, c'est de savoir qui en est responsable. Et la localisation, je peux en déduire. Si, Claudia, tu transfères au magasin de Montreux cet objet, je sais qu'à 17h52, t'es resté bloqué 3 heures. Non, mais à 17h52, ce produit, il était à Montreux. Ça, c'est l'eurodatage de la blockchain. Du transfert de responsabilité qui s'est opéré. Et en fait, l'important, et ça a été une dérive un peu dans la logistique, c'est que les gens étaient focus complètement, il faut que je sache exactement où est mon produit. Mais finalement, on s'en fiche un peu. Et oui, on veut savoir mais ça dépend si tu veux tout optimiser, que tu veux optimiser même le trajet. Si ton chauffeur prend toujours le trajet le plus long et que tu ne le sais pas,
Alors, effectivement, ta data peut te le faire remonter, mais il faut que tu analyses vraiment le temps qu'il va faire sur le chemin. Oui, mais ça, c'est de l'optimisation de parcours. Et puis, il y a des applis pour ça aujourd'hui, qui permettent d'optimiser les parcours. Et jusqu'à aujourd'hui, ton chauffeur est encore humain. Donc, il a le droit de prendre des pauses, il a le droit de manger. Donc, c'est pas parce qu'il est à 10 minutes de chez toi qu'il arrive dans 10 minutes. Parce qu'il va peut-être livrer un autre client ou que c'est peut-être l'heure de sa pause déjeuner. Ouais. Donc en fait, la géolocalisation, elle t'incombe pas trop. Par contre, la responsabilité, ça c'est intéressant. Parce que moi, par exemple, si je te confie mon téléphone portable et je le géolocalise, super. Et là, à ce moment-là, je vais le géolocaliser et il va me dire qu'il est par là. Mais en même temps, si je sais pas que c'est toi qui l'as, je fais quoi? Il est par là, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est dans la pièce. Je ne sais pas. Alors que si je ne le géolocalise pas, mais je sais que la personne qui est responsable, c'est Claudia. Sans aucune distinction. Claudia, tu as 2 minutes pour me mettre à disposition mon téléphone portable. Que tu le stockes dans ta poche gauche, poche droite, dans ton sac ou même dans ta voiture, je m'en fiche. L'important, c'est que tu as 2 minutes et je sais que c'est toi l'interlocutrice pour me mettre le téléphone à disposition pour le transférer. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans le monde de la logistique, les 10 dernières années, on les a passées beaucoup à faire de la géolocalisation. On ne sait pas trop pourquoi. Le paroxysme de ça, pour moi, c'est, vous savez, les trackers de géologues. Alors, je ne suis pas contre les trackers de géologues pour certaines utilisations. Mais pour moi, le paroxysme du paroxysme, c'est les trackers de géolocalisation sur les conteneurs. Vous avez un énorme bateau en fait, qui a déjà un système de traçabilité radar obligatoire qui s'appelle l'AIS. Et sur ce même bateau, quand vous voyez ce bateau, en fait, moi, avec mes yeux, je ne vois pas les conteneurs, je vois tous ces milliers de trackers de géologues qui sont en train d'envoyer tous la même information. Ah oui. Mais en fait, on n'a pas besoin. Si je sais que le bateau a pris la responsabilité de ce conteneur à cette section précise, et en fait, je suis capable en fait, de géolocaliser le bateau et de savoir exactement quand est-ce qu'il va arriver, parce que je suis capable de prévoir ses routes et je suis capable de prévoir des blocages. Voilà. En fait, pour moi, la géolocalisation, c'est certains usages assez particuliers, ou même parfois même en intra-entrepôt pour savoir où est une pièce. Mais globalement, c'est pas le point le principal dans la responsabilité. Alors, moi, je voudrais maintenant aussi parler de l'entreprise Honest, parce qu'on a parlé un petit peu avant ce podcast, et il y a quelque chose qui m'a extrêmement intéressé. Donc, l'entreprise Honest, donc j'ai bien compris. D'abord, Honest, dans quelques années, vous serez 100 000, parce que la solution va être réclamée par tout le monde, quoi. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, une trentaine, presque. 25, bon. Mais j'aimerais que tu nous parles de tes méthodes de recrutement. Et de ton management. Ton management, parce que c'est totalement nouveau aussi, à la fois comme ta solution en fait. C'est très décentralisé, c'est inspiré de la blockchain aussi, comme d'habitude. C'est-à-dire c'est responsabilisant, donc tu demandes à tes collaborateurs, c'est cohérent, ils sont tous responsables d'une tâche. Et le recrutement est spécial, je crois qu'il n'y a pas de CV vraiment pour... Oui, alors on n'est pas tellement basé sur les CV, effectivement. Non, le mode de fonctionnement, alors je pense pas qu'on sera 100 000 parce que justement on a créé un système qui est décentralisé, c'est important, et d'ailleurs c'est ce que je dis aux collaborateurs quand ils rentrent. On fait du transfert de responsabilité logistique, ça c'est la norme de demain. On l'a pas privatisée, elle est structurellement publique, donc que Honest existe, se plante pas, voilà, ça sera la technologie de demain. Donc on a juste la responsabilité de ne pas freiner ce développement. Oui, on a été les premiers, mais on a la responsabilité de ne pas freiner. Sur le recrutement, effectivement, les gens arrivent, alors ils nous envoient leur CV ou leur démotivation, c'est pas ce qu'on regarde en premier. La première chose, c'est que la base de recrutement chez Honest, c'est des gens intelligents. Ça paraît bête. Mais qu'est-ce qu'est l'intelligence ? Mais en fait, c'est simplement cette capacité, face à une situation, de réfléchir dans le cadre, mais aussi en dehors du cadre. Et d'être en capacité de concevoir les choses intelligemment. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train de créer, on a changé les paradigmes de base, on a changé les fondations. Avec ces systèmes décentralisés, nos sociétés vont être de plus en plus décentralisées dans des logiques en fait participatives, qu'on le veuille ou non. Après, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais c'est vers quoi on tend. Et donc une fois qu'on a changé ces fondations de base, tu ne peux pas reconstruire l'immeuble comme avant. Donc pourquoi on a besoin de gens intelligents ? Parce qu'ils ont besoin de reconstruire tous les systèmes existants sur les nouvelles fondations et penser les nouvelles utilisations. Donc quand tu dis intelligent, c'est des gens pas trop coincés dans leur formatage, capables de désapprendre ce qu'ils ont appris. C'est ça, exactement. Et alors, on a énormément de profils jeunes, ce qui est normal parce que naturellement, ils vivent dans cet environnement déjà, ou alors ils le conçoivent directement comme ça, mais c'est pas une question d'âge.
Donc, parce qu'en fait, c'est qu'une question de mentalité, d'être capable de réfléchir out of the box, en dehors de la boîte ou sur des chemins détournés. Donc, c'est ça qu'on veut. Et quand on rejoint Honest, on rejoint une équipe, en fait. Une équipe qui porte un projet. Et oui, c'est ce qu'on demande. Alors, il n'y a pas de lieu géographique déterminé, il n'y a pas d'horaire déterminé. Il n'y a pas de vacances obligatoires prédéterminées ou quoi que ce soit. En fait, chacun est responsabilisé. Il y a un truc qui est interdit par symbole, hein, c'est d'aller à la FNAC à 18h pour acheter un livre, quoi. C'est un peu idiot d'aller à 18h quand il y a tout le monde pour acheter un livre. Ça prend 1h30, les gens sont désagréables de leur journée et j'ai perdu 1h30. Alors que si j'y vais à 10h, j'ai 3 retraités, les gens sont gentils, je mets 5 minutes à acheter mon livre, en fait, j'ai intelligemment organisé mon temps. Et aujourd'hui, on est tout à fait capable d'organiser son temps intelligemment en responsabilité. Pour autant que tu aies un boss qui t'autorise à gérer ton temps. Et que tu responsabilises par rapport à ça. C'est ça. Nous, il n'y a pas de préoccupation. S'il y a un bug demain en Allemagne sur un entrepôt qu'il faut y être demain matin, j'ai totale confiance, il y aura quelqu'un demain matin. Ok. Et j'ai pas besoin de savoir. En fait, il y aura quelqu'un demain matin parce que cette personne-là, elle va faire le nécessaire pour être là-bas demain matin, et parce que, à contrario, elle aura pris largement son temps au moment où elle en a eu besoin. Et en fait, on fonctionne. Je fais beaucoup d'analogies souvent d'équipes militaires, mais c'est ça. Quand vous avez une team de forces spéciales, en fait, vous êtes toujours dans une team en compensation. Quand il y en a un qui va bien, tous les autres prennent le relais, le temps qu'ils se remettent et ainsi de suite. C'est exactement ça en fait. C'est très organique en fait. Voilà, on travaille en équipe et dans le temps. Et on travaille dans le temps, c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que on est toujours dans la réflexion intérêt individuel. Tu viens chez Honest, on va essayer de valoriser ton CV. Parce que tu vas peut-être pas passer toute ta vie, et l'important c'est que tu aies un bon CV. Donc tu vas construire ton CV, construire ton expérience, apprendre ce que tu as envie. Tu vas t'auto-former, les gens vont t'aider à te former. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, dès à la fin de la première année, on fait un bilan et en fonction des responsabilités que tu as apprises, on te fait une participation en action. Pareil dans la responsabilité, parce que on travaille pour se nourrir, ça c'est la première chose. Ensuite, une fois que ça c'est rempli, on travaille pour passer du bon temps et pour pas faire un peu la gueule le matin. La pyramide de Maslow. Ouais, voilà, au fur et à mesure. Et puis après, tu as le fait d'avoir du sens dans son travail. Après, le fait de se sentir un peu chez soi. Donc quand tu as des parts, finalement, c'est pas financier, mais je construis engagé, chez moi, en fait, voilà, je suis engagé. Ouais. Et puis après, le dernier élément, c'est mes enfants ou mes arrière-petits-enfants. Est-ce que ça aura du sens ce que je fais ? Et ça, en fait, c'est tout ça en fait qu'on essaie de construire, c'est-à-dire qu'on a un projet et voilà, et on le porte. Il y a un gros vendeur, une énorme boîte suisse d'agroalimentaire pour sa section eau qui nous a dit ça m'intéresse, je veux mettre en place la technologie. Et ben on a dit non. Et là, pourquoi vous êtes une petite boîte, vous dites non, pourquoi ? Parce qu'en fait, votre politique sur l'eau. On n'adhère pas tellement et on pense pas que ça va dans le sens de l'histoire. C'est pas un jugement de valeur, c'est qu'on pense que ça va pas dans le sens de l'histoire. C'est pas en accord avec tes valeurs. De s'accaparer ces valeurs trucs et de mettre en difficulté des populations. Donc, moi, ça va me mettre en difficulté parce que je suis une jeune entreprise, mais on va le faire. Et ça, finalement, c'est un choix qu'on avait fait il y a 4 ans et on le fait régulièrement. Là, il y a des projets, il y a 2 sujets en cours en ce moment, 2 clients en ce moment où on est en discussion en interne pour savoir si on y va ou on n'y va pas. Et en fait, on a toujours, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours gagné de ne pas les faire. Par contre, ça a été plus dur. Parce que ça fait rentrer moins d'argent. Ça fait rentrer moins d'argent, il faut plus se retrousser les mains. Mais en fait, quand tous les collaborateurs disent non, Clément, aucun problème. Non, on n'y va pas. Donc c'est de l'éthique. C'est vraiment un point éthique parce qu'en fait, on est en train de construire ensemble des modèles décentralisés, des modèles. En fait, c'est pas utopique du tout, parce qu'on fait du business d'abord. C'est du business, des économies. Voilà. On peut appeler ça un social business, finalement. Ouais, on pourrait appeler ça du social business. Mais le point, c'est que nous, on est très engagés aussi un peu écologiquement. Ce que j'aime bien, c'est que là, les entreprises sont en train de comprendre que écologie n'est pas synonyme d'investissement, il est synonyme d'économie. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais de l'écologie, si je gère mieux mes produits, si je les trace mieux, si j'arrête d'en gaspiller, si je l'optimise, j'économise tellement d'argent qu'en fait... J'améliore mon business. Donc en fait, aujourd'hui, mes principaux axes de rentabilité supérieure, ils sont souvent par là. Mais en fait, est-ce que tu as déjà eu des clients qui sont venus te trouver pour améliorer leur empreinte carbone, par exemple, et l'optimisation de la supply chain était une conséquence. Et la porte d'entrée, c'était l'écologie. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui sont rentrés par cette porte-là ? Oui, on en a. On
on a des clients qui sont focalisés sur la partie RSE et en ce moment, dans les entreprises, les directions RSE ont pas mal de puissance pour être en capacité d'imposer à d'autres services ce type de modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les services logistiques ou les directions logistiques arrivent ça, ils font « Oh, attends, les RSE, ils vont nous dire comment faire notre métier. » Et puis, on discute, et là, on fait la première réunion, et en fait, ça se voit directement. Hein. Ok, les mecs, ils savent ce que c'est. Chez Honest, ils savent ce que c'est gérer un entrepôt, avoir des transporteurs, des variations de transport. Ils savent remplir un camion, envoyer un conteneur. Ils savent la réalité terrain. Et leur truc, c'est pas idiot. La manière dont ils abordent la chose, c'est pas idiot. Et donc très rapidement, en fait, on a une approbation complète de dire, ah ben ça vaut le coup, quoi. Et puis souvent, ils sont contents parce qu'en fait, c'est payé par le budget RSE. Ouais. C'est très, très intéressant. Et moi, cet épisode est vraiment un éclairage sur, en fait, la multifacette du potentiel de Nest. Parce qu'en fait, la première fois qu'on a parlé, je me suis dit, OK, traçabilité. J'étais déjà très titillée par ça. Mais là, je me dis, mais en fait, le potentiel d'entreprises concernées est vraiment très, très important. Et il ne s'arrête pas qu'à la traçabilité. Ouais, puis moi qui adore le principe de la blockchain, je suis vraiment fasciné par ça. Je sais que toi aussi, et ça se ressent dans la façon dont tu parles de ton entreprise et de tes valeurs. En fait, tu perpétues exactement les valeurs de la blockchain, de décentralisation, de confiance en fonction des intérêts particuliers. C'est-à-dire que chacun a ses propres intérêts, mais si c'est bien calibré, ça va toujours dans le bon sens. Dans le sens de l'honnêteté, de la traçabilité, etc. Et même dans ton recrutement, dans ton management collaboratif, décentralisé, c'est très puissant. Franchement, je suis assez bluffé. Est-ce que c'est des modèles, tu penses, qui vont pouvoir gagner la confiance de d'autres entreprises? Est-ce que tu crois que tu vas rester unique dans ce secteur-là? Est-ce que ça gagnera parce que ces modèles décentralisés, ils sont positif dans l'économie de marché et dans les modèles capitalistes. C'est-à-dire que très concrètement, aujourd'hui, on fait économiser et gagner de l'argent. Ah ouais. Ça, c'est une réalité. Effectivement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la boîte, elle va pas le faire parce qu'il faut le faire. Non, c'est parce qu'en fait, concrètement, de faire les choses bien, ça me fait gagner de l'argent. Vous savez, le principe, alors c'est très imagé, mais on dit parfois acheter chinois, acheter 10 fois. Ou alors on dit parfois avoir un comportement de riche vous fait gagner de l'argent. Oui, parce qu'en fait, quand j'achète cette cocotte en fonte qui coûte 3 fois le prix, mais je l'ai acheté une fois. Et je l'ai gardé 20 ans et j'ai le même transmis à mes petits-enfants. Alors qu'acheter cette cocotte qui est pas très chère rapidement et qui, en 3 mois, elle est morte ou elle m'a fait 1 an et tous les ans j'en rachète une, mais 1, c'était pas bon pour la planète. 2, je vais pas bien cuisiner, c'était pas excellent. Et troisièmement, financièrement, je m'y retrouve pas du tout. Oui, j'ai payé plusieurs fois le même. Et donc, en fait, d'avoir ces comportements d'excellence opérationnelle, de faire bien, en fait, ça fait gagner de l'argent à long terme, en fait. On est vraiment dans une vision, ça me fait une économie. Alors, nous, sur les réseaux logistiques, c'est une économie immédiate. Hein, mais mais on peut faire bien, faire des économies immédiates en relation et aussi ça apporte de l'argent à long terme aussi. Oui, tu parlais d'écologie, on parle toujours d'écologie punitive, mais maintenant, ça y est, les systèmes sortent en disant mais l'écologie, c'est pas punitif. En fait, c'est comme tu dis, ça va vous faire gagner ou des parts de marché ou même de l'argent si vous avez un comportement... Ou de la confiance. Ou de la confiance, oui, en étant écolo, en fait. Enfin, avoir des process écologiques, comme tu dis. Et ça, c'est très puissant. Ça y est, l'écologie n'est pas punitive, en fait. Non, clairement. Et puis d'ailleurs, c'est naturel. C'est complètement naturel de se dire... l'humanité et les humains ont pris la responsabilité d'extraire des terres rares pour faire un matériel électronique. C'est quand même une pépite. Il faut en faire attention parce que c'est beaucoup de travail et c'est de la monopolisation de matières premières. Si je le prends et que simplement par cette action un peu bête ou parce que je le balance un peu vite fait et que je le casse, mais finalement, aujourd'hui, c'est pas grave. C'est l'assurance qui a payé ou c'est pas moi. Mais n'empêche qu'en fait, on le paye. Et d'ailleurs, nos clients, ce qu'ils veulent le plus, c'est pas savoir qui est responsable de la casse ou de la dégradation. C'est qu'ils veulent plus en avoir. Un claims, une réclamation, un problème, c'est déjà de l'argent rien qu'à le traiter. Bien sûr. Alors dans le fond, ça me coûte de l'argent, mais aussi rien que de le traiter, ça me coûte de l'argent, il faut des équipes, il faut le gérer. Alors que si j'ai plus à le faire, parce que j'ai une excellence opérationnelle pour tous mes acteurs, j'économise de l'argent. Et donc, en fait, c'est immédiat. Les effets sont immédiats
et à différents endroits. Donc c'est pour ça que de bien faire, c'est plutôt positif. Oui, c'est génial. On va arriver à la fin de ce podcast, mais je voudrais vraiment que les auditeurs comprennent ce que tu proposes. Donc toi, tu proposes concrètement un logiciel. Ouais, c'est une application qui permet de faire des transferts de responsabilité et un dashboard qui permet de visualiser en temps réel ces transferts. Donc globalement, à partir du moment où, par rapport à un produit physique, on a besoin soit de gérer une unicité, comme un certificat d'authenticité, une garantie, comme pour des marques de luxe, tu fais appel à Honest. Si tu as besoin de sécuriser ton réseau logistique, si tu as des pertes, des vols, des dégradations, des points d'optimisation, tu fais appel à Honest, tu déploies Honest, tu as de l'excellence opérationnelle. Si tu as besoin de comprendre comment sont dispatchées des pièces, avoir un petit audit ou un inventaire de stock, tu fais appel à Honest. Et le dernier point, si tu as besoin, tu as des produits au sein de ton entreprise qui n'ont pas de système de suivi ou de traçabilité spécifique, tu fais appel à Honest parce que tu vas l'avoir. En fait, c'est cette espèce de solution qui n'est pas dans tous les systèmes existants, mais qui permet de faire le lien entre tous parce qu'il va générer cette data. Donc, tu appelles Honest, une de personnes des équipes te répond, et en fonction de ta problématique, tu vas utiliser Honest d'une certaine manière. Tout le monde aujourd'hui a la même application, le même dashboard, et pourtant il y a des utilisations très diverses. Voilà. Les personnes de la communication au siège de Saint-Laurent dans le 7e arrondissement utilisent exactement la même application qu'un chauffeur routier sous-traitant bulgare à 3 heures ou sur une chaîne de production SNCF. Ouais, on peut dire aux petites entreprises qui nous écoutent que tu m'as confirmé que ne soyez pas effrayés par le fait que Cdiscount, Saint-Laurent, enfin ces grandes marques utilisent Honest. On peut, si on est une jeune entreprise ou mettons une PME ou même une petite entreprise, t'appeler, contacter Honest. Il y a des solutions même adaptées. Oui, complètement. Et d'ailleurs, donc il y a là par exemple une petite marque de montres qui nous a appelés. Et voilà. Et il y a même des projets qu'on aide. Donc en fait, on va leur... en fait, si on considère que ça va dans le sens de l'histoire, à un moment où on va se dire... si un moment... Si ça rejoint tes valeurs, en fait. En fait, si, par exemple, il y a un décalage de lancement de production sur tel truc, on avait prévu ça, et que finalement, ils ont été décommandés au dernier moment, si tu es flexible, pendant ces 2 semaines-là, si on a la bande passante, on viendra te le mettre et te le lancer gratuitement en place. Pour les envois de colis, pour les ONG, etc. Ça peut être... Pour n'importe qui, en fait, à partir du moment où tu as besoin en fait, de responsabiliser. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de l'histoire avec toute la production responsable, tous ces éléments-là, en fait. Et dès que nous, on va adorer ces projets, l'équipe va adorer, si tu as un bon projet, des éléments de traçabilité, tu peux venir et puis on va te mettre en place la solution et te donner les outils pour... Et tu nous as dit que donc les gens payaient en fonction des envois, en fait, c'est ça ? Des volumes de transactions. Tu payes à la demande, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu payes en fonction de ton utilisation. Tu as un fil d'entrée, puis tu payes. Si tu utilises la technologie, tu payes. C'est ça, exactement. Donc, si ton activité elle est saisonnière ou si elle est progressive, tu vas payer en fonction. Donc, tu vas pas être en fait zéro. Il n'y a pas d'engagement chez Honest. Il y a 0 engagement. Donc, tu payes ton fil d'entrée. Tu peux sortir la solution. Tu peux utiliser Honest là 1 mois et puis arrêter. Sauf qu'en général, les gens, 1 mois, ils ont tellement de retour sur investissement qu'ils disent non, attends, moi je vais essayer de faire ça et ça en plus, quoi. Donc, Bon, c'est génial. On pourrait parler encore longtemps avec toi, Clément, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses avec toi et cette solution me paraît vraiment incroyable. Mais le temps est passé pour nous de vous dire merci de nous avoir écoutés. Merci à toi beaucoup, Clément. C'était passionnant, vraiment passionnant. N'oubliez pas de nous mettre quelques étoiles. Non, pas quelques 5 étoiles. 5 étoiles. Et un avis, parce que ça compte pour les algorithmes. Et si vous voulez recevoir notre newsletter, il y a un petit call to action sur notre site internet nftbusiness.tech. On vous invite à aller inscrire votre adresse mail. Et on retrouve Honest sur internet, tout simplement O-W-N-E-S-T sur un moteur de recherche. Et puis pareil, les étoiles, c'est valoriser le travail à petite échelle. Chacun contribue. Génial. Merci beaucoup, Clément. Merci pour l'invitation. Merci.